La première chose que vous devez comprendre à propos de ma femme, Lyra, c'est qu'elle n'a jamais rien perdu d'important par accident. Alors, quand elle est rentrée ce mardi soir de mars, des larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé, prétendant qu'elle avait sommeau égaré son alliance à la salle de sport, j'ai su qu'elle mentait comme une arracheuse de dents. Colby, je suis tellement désolé, sanglota-t-elle en s'effondrant dans notre fauteuil en cuir, telle une héroïne tragique de feuilleton télévisé. Je l'ai enlevée pour me laver les mains après ma séance, et quand je suis retourné la chercher, elle avait disparu. Quelqu'un a dû la prendre. Je me tenais là, dans la cuisine de notre maison de ville à Baltimore, portant encore le polo de ma firme d'ingénierie, observant cette performance avec la même fascination détachée que je pourrais réserver à une défaillance structurelle particulièrement intéressante. Après 12 ans de mariage, j'avais appris à déceler les tics de Lyra. La façon dont elle touchait son lobe d'oreille gauche quand elle inventait des histoires, comment sa voix montait légèrement dans les aigus quand elle tissait des mensonges élaborés. La pause théâtrale avant de livrer ses répliques les plus convaincantes. « As-tu vérifié auprès de la direction de la salle ?» ai-je demandé, en gardant une voix neutre. « Bien sûr que oui. Ils ont dit qu'ils allaient examiner les enregistrements de sécurité, mais elle laissa la phrase en suspens, impliquant le désespoir sans vraiment s'y engager. Cette bague m'avait coûté 3 mois de salaire quand je l'avais achetée il y a 8 ans. Un solitaire en diamant de 2 carats que Lyra avait spécifiquement demandé après l'avoir vu dans un magazine. Maintenant, elle me disait qu'il s'était simplement volatilisé au Planet Fitness. Nous devrions appeler la compagnie d'assurance, ai-je suggéré. Déjà fait. Ils ont besoin d'un rapport de police et d'autres papiers. Je m'en occuperai demain. Bien sûr, qu'elle le ferait. Lyra s'occupait de tout ces derniers temps, surtout de ce qui touchait à l'argent ou aux documents juridiques. En tant qu'avocate chez Keller & Associates, elle avait progressivement pris en charge toutes nos affaires financières, affirmant que c'était plus efficace ainsi. J'avais été trop occupé par mes projets d'ingénierie pour discuter. Mais quelque chose dans toute cette situation sonnait faux. Lyra agissait étrangement depuis des mois maintenant, travaillant tard plus souvent, prenant des appels téléphoniques dans d'autres pièces, se montrant généralement distante et irritable. J'avais attribué cela au stress de son cabinet d'avocat. Mais maintenant, je commençais à me demander s'il n'y avait pas autre chose. « Je vais prendre une bière », ai-je annoncé en me dirigeant vers la cuisine. « En fait, je dois sortir un instant », dit Lyra, attrapant déjà son sac à main. « Ardan veut qu'on se voie pour un café. Elle a des problèmes avec sa procédure de divorce. » Ardan Weller était la meilleure amie de Lyra depuis la faculté de droit. Une femme bavarde qui traitait les drames personnels des autres comme son propre système de divertissement privé. Si Lyra voyait Ardan ce soir, cela signifiait qu'elle avait besoin de coordonner sa version des faits avec quelqu'un. « Bien sûr, amuse-toi bien », ai-je dit. Après le départ de Lyra, je suis resté dans notre salon, regardant la vie que nous avions construite ensemble. Les meubles chers qu'elle avait insisté pour acheter, les œuvres d'art abstrait qui coûtaient plus cher que ma voiture, la collection de vins qu'elle avait commencé comme un investissement. Tout était parfaitement agencé et méticuleusement entretenu, tout comme Lyra elle-même. J'ai sorti mon téléphone et appelé mon pote du travail, Russell. Russell Chen était ce que j'avais de plus proche d'un meilleur ami ces temps-ci, principalement parce qu'il était l'une des rares personnes à pouvoir tolérer mon sens de l'humour de plus en plus cynique. « Quoi de neuf, Colby ?» répondit Russell à la deuxième sonnerie. « Question hypothétique, dis-je. Si quelqu'un voulait faire disparaître temporairement un bijou de valeur, quelle serait la manière la plus intelligente de le faire? On parle de fraude à l'assurance, là? Hypothétiquement. Eh bien, hypothétiquement, je dirais qu'un prêteur sur gage serait le choix évident. De l'argent rapide, facile à récupérer plus tard si nécessaire, et si les choses tournent mal, tu peux toujours prétendre qu'il a été volé et que tu n'avais aucune idée de comment il a atterri là. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. C'est très spécifique, Russell. Je regarde beaucoup de séries policières. Pourquoi tu demandes? Lyra a perdu son alliance à la salle de sport aujourd'hui. Il y eut une pause. Colby, mon pote, à quand remonte la dernière fois que Lyra est vraiment allée à la salle de sport? C'était une excellente question. Lyra entretenait sa silhouette avec des cours de yoga et une alimentation soignée, pas avec des entraînements en sueur au Planet Fitness. En fait, je ne me souvenais pas de la dernière fois où je l'avais vue en tenue de sport. Je dois te laisser, ai-je dit à Russell. Et, si tu as besoin de quoi que ce soit, je sais, merci.
J'ai passé le reste de la soirée à faire ce que tout ingénieur raisonnable ferait. J'ai commencé à collecter des données. J'ai vérifié l'abonnement de Lyra à la salle de sport en ligne. Elle n'avait pas scanné sa carte au Planet Fitness depuis plus de 6 mois. J'ai parcouru ses récents relevés de carte de crédit, qu'elle avait laissés commodément accessibles sur son ordinateur portable. Pas de frais de salle de sport, mais plusieurs retraits en espèces au cours des dernières semaines qui semblaient étrangement programmés. Quand Lyra est rentrée vers 22h30, elle semblait plus détendue, comme quelqu'un qui avait réussi à régler les détails d'un projet compliqué. « Comment était le café avec Ardan ?» ai-je demandé. « Bien, elle est juste stressée par ses négociations de règlement. » Lyra a enlevé ses talons et s'est dirigée vers les escaliers. « Je suis épuisé. Je vais me coucher. »« Tu as dîné ?» Ardan et moi avons mangé un morceau au café. Un autre mensonge. Je pouvais sentir son parfum, mais il n'y avait aucune trace de nourriture ou de café sur son haleine. Juste une légère odeur d'alcool, comme si elle avait été dans un bar plutôt qu'un café. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté de ma femme, écoutant sa respiration, j'ai réalisé que je ne la connaissais plus vraiment. Quelque part en cours de route, Lyra était devenue une étrangère qui partageait ma maison et mon compte en banque, mais rien de ma confiance. Le lendemain matin, j'ai décidé de prendre un jour de congé. Après que Lyra soit partie pour son cabinet d'avocat, j'ai conduit jusqu'à chaque prêteur sur gage dans un rayon de 30 km autour de notre maison. Il m'a fallu 4h12 arrêts avant de trouver ce que je cherchais. Dans un endroit appelé Golden State Pond, dans l'est de Baltimore, un employé à l'air fatigué avec de multiples piercings au visage m'a montré un reçu daté de 3 jours. La description correspondait parfaitement à la bague de Lyra. Et la signature sur les papiers était bien la sienne, bien qu'elle ait utilisé son nom de jeune fille. « Je peux en avoir une copie ?» ai-je demandé. « Vous êtes flic ?» Le mari. L'employé a grimacé avec sympathie et m'a fait une photocopie. « C'est dur, mec. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. » Je me suis assis dans ma voiture devant le prêteur sur gage, fixant le reçu. Lyra avait mis en gage son alliance pour $1200 il y a 3 jours. Le jour même où elle prétendait travailler tard sur un gros dossier. Le jour même où elle était rentrée à la maison avec une odeur de parfum coûteux qui n'était certainement pas le mien. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Lyra. L'expert en assurance veut nous voir demain. Peux-tu être là à 14h? J'ai répondu. Bien sûr. À la maison? Oui. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Les mots ont résonné comme une gifle. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez un like, commentez et appuyez sur ce bouton hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. J'ai passé le reste de la journée à faire des recherches. J'ai cherché le cabinet d'avocats de Lyra et trouvé des photos de leur récente fête de bureau. Il y avait Lyra, radieuse dans une robe rouge que je n'avais jamais vue, se tenant très près d'un homme que j'ai reconnu comme étant Porter Keller, l'associé principal. Sa main reposait sur le bas de son dos d'une manière qui suggérait plus qu'une simple familiarité professionnelle. Porter Keller était tout ce que je n'étais pas. Grand, distingué, costume cher, cheveux argentés qui coûtaient probablement plus cher à entretenir que le paiement mensuel de ma voiture. Il conduisait une Porsche et vivait dans l'un de ces lofts d'entrepôts convertis du centre-ville. Le genre d'homme qui pouvait se permettre d'acheter des bijoux à une femme sans avoir à économiser pendant des mois. J'ai commencé à reconstituer une chronologie. Les nuits tardives au travail, les mystérieux retraits en espèces, l'alliance mise en gage, les mensonges sur la salle de sport. Tout pointait vers une conclusion évidente, Lyra avait une liaison avec son patron et elle prévoyait de me quitter. Mais pourquoi mettre la bague en gage? Pourquoi ne pas simplement l'enlever et prétendre l'avoir perdue? À moins qu'elle n'ait eu besoin de l'argent pour quelque chose de spécifique, ou à moins qu'elle ne prévoyait de réclamer l'argent de l'assurance en plus de l'argent du prêteur sur gage. Ce soir-là, Lyra est rentrée avec des plats à emporter de notre restaurant thaïlandais préféré. Agissant comme si tout était parfaitement normal. Elle a parlé de sa journée au travail, évitant soigneusement toute mention de Porter Keller. Elle m'a posé des questions sur mon projet d'ingénierie et a écouté mes réponses avec le genre d'attention polie que l'on accorderait à un étranger lors d'un dîner. L'expert en assurance demain, dis-je alors que nous rangions. De quoi a-t-il besoin exactement de notre part?
Juste le rapport de police et quelques documents sur la valeur de la bague. J'ai le reçu original et l'expertise que nous avons fait faire il y a quelques années. Heureusement que tu as gardé tous ces papiers. Je garde tout organisé. Tu le sais, non? Oui, je savais que Lyra était méticuleuse en matière de documentation, ce qui rendait sa tromperie actuelle d'autant plus calculée. Elle n'agissait pas de manière impulsive. Elle exécutait un plan. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Si Lyra voulait jouer à des jeux, je pouvais aussi jouer. Mais j'allais jouer pour gagner. Le lendemain matin, après le départ de Lyra pour le travail, j'ai appelé la compagnie d'assurance et parlé directement à l'expert qui s'occupait de notre dossier. Je voulais clarifier quelque chose à propos de la bague perdue de ma femme, ai-je dit. Elle a mentionné que vous pourriez avoir besoin de documents supplémentaires. En fait, Monsieur Von, nous essayons de vous joindre. Il y a quelques irrégularités dans ce dossier dont nous devons discuter. Quel genre d'irrégularité? Je préférerais en discuter en personne. Serait-il possible pour vous de venir à notre bureau cet après-midi? Disons vers 13 heures. J'y serai. J'ai passé la matinée à me préparer. J'ai fait des copies du reçu du prêteur sur gage et rassemblé tous les documents financiers que je pouvais trouver. Si Lyra prévoyait d'escroquer la compagnie d'assurance, je n'allais pas être un complice involontaire. Le bureau de l'assurance se trouvait dans un complexe commercial générique du centre-ville. L'expert, un homme d'âge moyen nommé Frank Morrison, avait l'air d'avoir vu tous les types de fraudes imaginables. Monsieur Von, merci d'être venu. Je dois vous le demander directement. Savez-vous que votre femme a mis en gage la bague qu'elle prétend avoir été volée? J'ai feint le choc. C'est impossible. Morrison a fait glisser un dossier sur son bureau. Nous avons des images de sécurité du Golden State Pawn montrant votre femme effectuant la transaction. Nous avons aussi le reçu signé. J'ai regardé les papiers, laissant mon visage afficher la juste dose de trahison et de confusion. Je ne comprends pas. Pourquoi ferait-elle ça? C'est ce que nous essayons de comprendre. La fraude à l'assurance est un crime grave, Monsieur Von. Si votre femme dépose une fausse déclaration, elle pourrait faire face à des poursuites pénales. Que se passe-t-il maintenant? Nous allons mener une enquête complète. En attendant, je vous conseillerais de consulter un avocat. M. Von, vous devriez peut-être vous demander s'il y a d'autres choses sur votre mariage que vous ne savez pas. Je suis rentré chez moi avec le sentiment de voir tout clairement pour la première fois depuis des mois. Lyra n'avait pas seulement une liaison. Elle planifiait activement de détruire notre mariage tout en maximisant son profit financier. L'arnaque à l'assurance n'était probablement que le début. Quand je suis rentré, j'ai trouvé Lyra dans la cuisine, l'air nerveuse. Comment ça s'est passé avec l'expert, a-t-elle demandé. Bien. Il a dit qu'il devait faire une enquête supplémentaire, mais que ça devrait être simple. Bien. J'avais peur qu'il nous pose des problèmes. J'ai regardé ma femme, cette femme que j'avais aimée pendant plus d'une décennie, et j'ai réalisé que je regardais une parfaite inconnue, quelqu'un qui pouvait me mentir en face tout en planifiant de voler une compagnie d'assurance et de tromper notre mariage. Lyra, dis-je prudemment, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Quoi que ce soit. Pendant un instant, son masque est tombé. J'ai vu quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité ou peut-être juste de l'agacement de devoir maintenir sa performance. Comme quoi? Je ne sais pas. Tu as l'air stressé ces derniers temps. Si quelque chose te tracasse, on peut en parler. Je vais bien, Colby. Juste des trucs de boulot. Tu sais ce que c'est. Non, pensais-je, je ne sais vraiment pas ce que c'est, mais je vais le découvrir. Les papiers du divorce sont arrivés un jeudi matin d'avril, livrés par un coursier qui semblait désolé de ruiner ma journée. Je buvais mon café et examinais les plans d'un nouvel immeuble de bureau quand on a sonné à la porte. Et soudain, mon mariage de 12 ans était officiellement terminé. Enfin, presque terminé. Lyra voulait une séparation à l'amiable avec un divorce rapide et sans contestation. Elle avait déjà déménagé dans un appartement du centre-ville, prétextant avoir besoin d'espace pour réfléchir. Les papiers étaient généreux, presque suspicieusement. Elle demandait une pension alimentaire minimale, aucune réclamation sur ma firme d'ingénierie, et un simple partage 50-50e de nos biens communs. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il ne restait plus beaucoup de biens communs à partager. Depuis un mois,
Pendant que Lyra était occupée avec sa liaison et son projet de fraude à l'assurance, j'avais discrètement réorganisé nos finances. Rien d'illégal, rien qui ne puisse être facilement expliqué. J'avais simplement déplacé mon argent sur des comptes antérieurs à notre mariage, remboursé de vieilles dettes à ma mère et effectué des paiements anticipés sur des dépenses professionnelles. Au moment où l'avocat de Lyra a exigé la divulgation financière, la plupart de nos actifs liquides s'étaient évaporés dans des transactions parfaitement légitimes. Tu sembles bien le prendre, a observé Russell quand je lui ai montré les papiers au déjeuner ce jour-là. Nous étions dans un bar sportif près de notre firme, et Russell me regardait comme si je pouvais être en pleine dépression nerveuse. À quoi bon se battre, ai-je dit, en prenant une bouchée de mon sandwich. Si elle veut partir, elle veut partir. Mais mec, elle est en train de te voler. Le truc de l'assurance, la liaison avec son patron, la façon dont elle ment sur tout. Russell, mon ami, tu penses comme un ingénieur. Tu essaies de résoudre ce problème avec logique et équité. Mais Lyra est une avocate. Elle ne pense pas en termes de bien ou de mal. Elle pense en termes de ce avec quoi elle peut s'en tirer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai souri, et Russell s'est littéralement reculé sur sa chaise. Je vais la laisser s'en tirer. Ça ne te ressemble pas, l'ancien moi aurait engagé un avocat et se serait battu pendant des années. J'aurais essayé d'exposer sa liaison, de contester le divorce, de rendre tout aussi difficile que possible. Mais l'ancien moi était marié à quelqu'un qui se souciait réellement de mes sentiments. Russell est resté silencieux un moment. Tu as un plan, n'est-ce pas? J'ai plusieurs plans. La question est de savoir lequel sera le plus éducatif pour ma chère épouse. Cet après-midi-là, j'ai signé les papiers du divorce sans modification et les ai fait renvoyer à l'avocat de Lyra. Puis j'ai appelé un agent immobilier et mis notre maison en vente. Si Lyra voulait une rupture nette, j'allais lui donner la rupture la plus nette imaginable. La maison s'est vendue en 6 jours. Le marché de Baltimore était en plein essor et notre maison de ville se trouvait dans un quartier recherché. J'ai accepté la première offre, qui était en fait supérieure au prix demandé, et j'ai programmé la clôture pour le mois suivant. J'ai aussi commencé à prendre d'autres dispositions. Je travaillais comme ingénieur structure principale pour la même firme depuis 8 ans, mais j'avais toujours maintenu mes licences professionnelles dans plusieurs États. Avec la technologie moderne, une grande partie du travail d'ingénierie pouvait se faire à distance. J'ai contacté des connaissances en Europe et trouvé une société de conseil à Lisbonne qui cherchait quelqu'un avec mes qualifications exactes. Le Portugal m'avait toujours attiré. Beau temps, excellente nourriture, coût de la vie raisonnable, et assez loin de Baltimore pour que je n'ai pas à m'inquiéter de croiser Lyra et Porter à l'épicerie. Le divorce a été finalisé un mardi pluvieux de mai. Lyra et moi nous sommes retrouvés au palais de justice, avons signé quelques papiers et sommes officiellement redevenus des étrangers. Elle était magnifique comme toujours dans un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Elle avait aussi l'air soulagée, comme quelqu'un qui venait de conclure avec succès une transaction commerciale complexe. J'espère qu'on pourra rester amis, a-t-elle dit en sortant du palais de justice. Bien sûr, ai-je répondu. Pourquoi ne le serions-nous pas? Elle semblait surprise de ma bonne volonté. Je pense qu'elle s'attendait à plus de drame, plus de confrontations émotionnelles. Au lieu de ça, je traitais la fin de notre mariage comme une négociation de contrat de routine. Tu gères ça vraiment bien, Colby. J'avais peur que tu sois en colère. La vie est trop courte pour rester en colère contre des choses qu'on ne peut pas changer. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je n'étais plus en colère. J'étais curieux. Je voulais voir jusqu'où elle pousserait tout ça, à quel point ces tromperies deviendraient élaborées. C'était comme regarder une fascinante défaillance d'ingénierie au ralenti. Ce soir-là, j'ai dîné avec ma mère chez elle en banlieue. Margaret Vaughan avait 73 ans, l'esprit vif comme l'éclair, et n'avait jamais particulièrement apprécié Lyra. Alors, c'est final, demanda-t-elle en posant une assiette de son fameux pain de viande. Signé, scellé et livré. Bien. Cette femme a toujours été trop ambitieuse pour son propre bien. Ce n'est pas une mauvaise personne, maman. Elle veut juste des choses différentes de moi. Ma mère m'a jeté un regard qui suggérait qu'elle me trouvait naïf. Colby, chérie, ça fait 12 ans que j'observe cette fille. Elle n'est pas ambitieuse. Elle est cupide. Il y a une différence. Peut-être. Il n'y a pas de peut-être qui tienne. Et crois-moi,
tout ça va lui exploser à la figure un jour. Les gens comme Lyra finissent toujours par être trop malins pour leur propre bien. J'ai aidé ma mère à débarrasser après le dîner. Et au moment de partir, elle m'a tendu une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Juste un petit quelque chose pour t'aider à démarrer ce que tu prévois ensuite. Et n'essaie pas de me dire que tu ne prévois rien. Tu as ce regard que tu avais quand tu construisais ces engins élaborés dans le garage. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un chèque de 20 000 $. Maman, je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas de la charité. Considère ça comme un investissement dans ton bonheur futur. De plus, je préfère te le donner maintenant plutôt que de le voir bloqué dans une succession plus tard. J'ai serré ma mère dans mes bras, me sentant sincèrement reconnaissant pour la première fois depuis des mois. Merci. Promets-moi juste d'envoyer des cartes postales d'où que tu finisses. 2 semaines plus tard, je vivais dans un appartement meublé près du port de Baltimore, entouré de boîtes et de valises. J'avais vendu la plupart de nos meubles, donné nos livres et articles ménagers à des œuvres de charité, et réduit mes possessions à l'essentiel. C'était libérateur d'une manière que je n'avais pas prévue. Russell est passé m'aider à emballer mes dernières affaires. Je pense toujours que tu es fou, a-t-il dit en scotchant une boîte de manuels d'ingénierie. Fuir au Portugal comme une sorte d'homme de mystère international. Je ne fuis pas. Je me délocalise pour des opportunités de carrière. C'est ça. Et ça n'a rien à voir avec ton ex-femme et son nouveau petit ami. Russell, laisse-moi te demander quelque chose. Si tu pouvais recommencer ta vie dans un endroit où personne ne connaît ton histoire, où tu pourrais être qui tu veux, n'y penserais-tu pas au moins? Peut-être. Mais je voudrais aussi rester assez longtemps pour voir le karma rattraper les gens qui m'ont fait du tort. J'ai souri et lui ai tendu une autre boîte. Qui dit que je ne vais pas voir ça? La nuit avant mon vol pour Lisbonne, j'ai fait quelque chose qui n'était probablement pas entièrement mature, mais qui me semblait nécessaire. Je suis passé en voiture devant le nouvel immeuble de Lyra au centre-ville. C'était l'un de ces entrepôts convertis avec des briques apparentes et des fenêtres du sol au plafond. Très tendance, très cher. Je pouvais voir des lumières allumées dans ce que je supposais être son appartement au 4e étage. Pendant un instant, je me suis demandé ce qu'elle faisait là-haut. Était-elle avec Porter? Planifiaient-ils leur avenir ensemble? Pensait-elle parfois à notre mariage? Ou était-elle déjà passée complètement à autre chose? Puis j'ai réalisé que je ne me souciais plus vraiment des réponses à ces questions. Lyra n'était plus mon problème à résoudre. Je suis allé à l'hôtel de l'aéroport où je passais ma dernière nuit à Baltimore. Le matin, je m'envolerai pour Lisbonne et commencerai la phase suivante de ma vie. Mais d'abord, j'avais une dernière affaire à régler. J'ai sorti mon ordinateur portable et me suis connecté à mes emails. Puis j'ai composé un message à Frank Morrison, l'expert en assurance qui enquêtait sur la déclaration frauduleuse de Lyra. Cher monsieur Morrison, écrivis-je, je voulais faire suite à notre conversation concernant la déclaration d'assurance de mon ex-femme. Je suis récemment tombé sur des informations supplémentaires que vous pourriez trouver pertinentes pour votre enquête. J'ai joint des copies du reçu du prêteur sur gage, les images de sécurité que j'avais obtenues grâce à un ami qui travaillait dans les enquêtes privées, et une chronologie détaillée des activités de Lyra dans les semaines précédant sa déclaration. J'espère que ces informations vous seront utiles, ai-je conclu. Veuillez noter que je serai en voyage à l'étranger pour les prochains mois, mais je peux être contacté à cette adresse email si vous avez besoin d'informations supplémentaires. J'ai envoyé l'email et fermé mon ordinateur portable. Demain, alors que je serai quelque part au-dessus de l'océan Atlantique, Frank Morrison ouvrirait son email et trouverait tout ce dont il avait besoin pour monter un dossier solide contre Lyra pour fraude à l'assurance. Ce n'était pas exactement une vengeance. C'était plutôt un contrôle de qualité. Si Lyra voulait commencer une nouvelle vie basée sur les mensonges et le vol, elle devrait au moins travailler pour ça. J'ai commandé le service en chambre, ouvert une bouteille de vin et passé ma dernière soirée à Baltimore à planifier ma nouvelle vie au Portugal. J'avais loué un petit appartement dans le quartier de l'Alfama à Lisbonne, l'un des plus anciens de la ville. Il avait une vue sur le Tage et se trouvait à distance de marche de certains des meilleurs restaurants d'Europe. Mon contrat de consultant avec la firme d'ingénierie de Lisbonne commencerait dans 2 semaines, me donnant le temps de m'installer et d'explorer la ville. J'avais déjà commencé à étudier le portugais en ligne, et bien que je ne sois pas encore bilingue, je pouvais gérer des conversations de base. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment excité par l'avenir.
J'avais 40 ans, j'étais financièrement stable et complètement libre de me réinventer comme je le voulais. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, j'ai vu une photo de Lyra et Porter dans ce qui ressemblait à un restaurant chic. Ils se tenaient la main par-dessus la table et Lyra portait une nouvelle bague en diamant, significativement plus grosse que celle qu'elle avait mise en gage. Le message disait « Je pensais que tu devais savoir. Ils sont déjà fiancés. » Un ami. J'ai regardé la photo un instant, puis j'ai supprimé le message. La personne qui l'avait envoyé s'attendait probablement à ce que je sois dévasté ou en colère. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Lyra avait échangé un mariage de 12 ans contre une relation avec un homme qui en était déjà à sa 3e femme. Porter Keller avait la réputation dans les cercles juridiques de Baltimore d'être charmant, brillant, et complètement incapable de maintenir une relation à long terme avec qui que ce soit. Mais c'était maintenant le problème de Lyra, pas le mien. J'ai fini mon vin et je me suis couché tôt. Le matin, je m'envolerai pour Lisbonne et commencerai le chapitre le plus intéressant de ma vie. Ce que je ne savais pas, c'est que de retour à Baltimore, Frank Morrison travaillait tard dans son bureau, montant un dossier qui allait défaire tout ce que Lyra pensait avoir accompli. Le truc, quand on recommence à zéro dans un pays étranger, c'est que personne ne se soucie de vos échecs ou succès passés. À Lisbonne, je n'étais pas Colby, l'ingénieur divorcé dont la femme l'avait trompé avec son patron. J'étais juste un autre expatrié américain essayant de comprendre comment commander un café en portugais. Mon appartement à Alfama était tout ce que j'avais espéré et rien de ce à quoi je m'attendais. L'immeuble avait 300 ans, avec des escaliers étroits qui semblaient conçus pour des gens significativement plus petits que les humains modernes. Mon logement était au 4e étage, avec des fenêtres donnant sur des toits de tuiles rouges en direction du fleuve. L'ancien locataire avait laissé quelques meubles et une collection de disques de fado qui remplissaient l'espace de musique portugaise mélancolique le soir. Le quartier était un labyrinthe de rues pavées et de minuscules restaurants où les propriétaires semblaient connaître l'histoire personnelle de tout le monde sur plusieurs générations. En une semaine, j'avais été adopté par Joao, qui tenait une petite taverne au coin de ma rue. Joao avait la 60aine, les cheveux gris et le genre de visage buriné qui suggérait qu'il avait vu tout ce qu'il y avait à voir dans la vie. Il parlait un excellent anglais, ayant passé plusieurs années à travailler à Londres dans sa jeunesse, et il avait une affection inexplicable pour les histoires d'ingénierie américaine. « Vous construisez des ponts », dit-il lors de ma 3e soirée dans sa taverne, en posant un verre de vin que je n'avais pas commandé, mais dont j'avais certainement besoin. Des bâtiments, surtout, mais quelques ponts. C'est un bon travail, de construire des choses. Un travail honnête, pas comme ces gens qui gagnent de l'argent en déplaçant de l'argent. J'ai pensé à Porter Keller et à son cabinet d'avocats où il facturait $500 de l'heure pour brasser de la paperasse et faire disparaître les problèmes de clients fortunés. Oui, c'est un travail honnête. Mais vous avez les yeux tristes, comme quelqu'un qui a perdu quelque chose d'important. Joao avait un talent pour lire les gens qui étaient probablement essentiels pour gérer une taverne de quartier. J'aurais pu lui parler de Lyra, du divorce, de tout le gâchis que j'avais laissé derrière moi à Baltimore. Au lieu de ça, j'ai juste hoché la tête et bu mon vin. Le temps arrange la plupart des choses, dit-il. Mon travail de consultant avec la firme d'ingénierie s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Il concevait un nouveau complexe de bureaux près de l'aéroport, et mon expérience avec des projets similaires aux États-Unis me rendait précieux sans m'obliger à naviguer dans une politique de bureau compliquée. Je pouvais faire la plupart du travail depuis mon appartement, avec des réunions occasionnelles à leur bureau du centre-ville. La meilleure partie était que personne ne s'attendait à ce que je socialise ou que je fasse semblant d'être heureux. La culture du travail portugaise semblait comprendre que les gens avaient des vies privées qui pouvaient être compliquées. Et tant que vous faisiez votre travail avec compétence, personne ne posait trop de questions personnelles. Je suis tombé dans une routine qui était à la fois productive et thérapeutique. Les matins étaient pour le travail, les après-midi pour explorer la ville, et les soirs pour la taverne de Joao, où j'ai progressivement appris à apprécier la musique fado et le vin portugais. C'est lors d'une de ces sessions du soir que j'ai rencontré Inès. Elle était assise au bar, lisant un livre en anglais, et riant de temps en temps à ce qu'elle lisait. Elle avait les cheveux noirs attachés en une simple queue de cheval et le genre de beauté naturelle qui n'exigeait pas de maquillage coûteux ou de vêtements de marque. « Bon livre ?» ai-je demandé dans ce que j'espérais être un portugais raisonnablement compétent. « Très drôle », répondit-elle en anglais avec un léger accent.
L'humour américain est très différent de l'humour portugais. Comment est l'humour portugais? Plus triste, mais aussi plus honnête. Inès s'est avérée être une traductrice qui travaillait avec plusieurs entreprises internationales à Lisbonne. Elle avait 34 ans, était divorcée, et possédait le genre de sagesse pratique qui vient d'avoir survécu à des expériences difficiles sans en devenir amère. Vous êtes l'ingénieur américain, dit-elle. Joao m'a parlé de vous. Il parle de ses clients. Seulement les intéressants. Il dit que vous fuyez quelque chose, mais que vous êtes trop poli pour vous en plaindre. J'ai ri. C'est probablement exact. Bien. Se plaindre est ennuyeux. Fuir peut être très intelligent, selon ce que l'on fuit. Au cours des semaines suivantes, Inès est devenue ma guide non officielle de Lisbonne. Elle m'a montré les meilleurs marchés, les musées qui valaient la peine d'être visités, et les restaurants que les touristes ne trouvaient jamais. Elle m'a également aidé à améliorer mon portugais, ce qui était essentiel pour naviguer dans la vie quotidienne de la ville. Plus important encore, elle m'a aidé à me souvenir de ce que c'était que d'avoir des conversations avec quelqu'un qui était sincèrement intéressé par mes pensées et mes opinions. Lyra avait cessé de m'écouter quelque part autour de la 8e année de notre mariage, traitant mes histoires de travail ou mes observations sur la vie comme un bruit de fond à tolérer poliment. Inès riait vraiment à mes blagues et posait des questions de suivi sur mes projets d'ingénierie. Elle était curieuse de la culture américaine sans en être impressionnée. Et elle avait des opinions bien arrêtées sur tout, de la politique portugaise à la meilleure façon de préparer les fruits de mer. Tu es différent de la plupart des hommes américains que j'ai rencontrés, m'a-t-elle dit un soir alors que nous marchions le long du fleuve après le dîner. En quoi? Tu écoutes plus que tu ne parles. La plupart des Américains veulent tout te dire sur eux-mêmes dans les 5 premières minutes. Peut-être que je n'ai juste pas grand-chose à dire. Ou peut-être que tu es encore en train de découvrir qui tu es maintenant que tu n'es plus celui que tu étais. Inès avait un talent pour faire des observations à la fois perspicaces et légèrement inconfortables. Mais elle avait raison. Je découvrais des parties de moi-même qui étaient restées en sommeil pendant mon mariage avec Lyra. J'étais plus drôle que je ne l'avais réalisé, plus aventureux, plus capable de profiter des plaisirs simples comme la bonne nourriture et une conversation intéressante. C'est pendant cette période de renaissance personnelle que j'ai commencé à recevoir des nouvelles de Baltimore. Russell m'avait envoyé des emails occasionnels sur la vie à la firme d'ingénierie, mais fin juin, ces messages ont pris un ton différent. « Mec, écrivait-il, il faut que tu saches ce qui se passe avec ton ex-femme. La compagnie d'assurance a porté plainte contre elle la semaine dernière. Apparemment, ils ont des preuves vidéo d'elle mettant la bague en gage, plus d'autres trucs que je ne comprends pas complètement. Mais ça fait le tour du milieu juridique ici. Porter Keller est apparemment furieux parce que ça rejaillit négativement sur sa firme. J'ai lu cet email assis dans un café près de l'université, buvant un café et regardant les étudiants se dépêcher sur le chemin de leur cours. L'information aurait dû me donner un sentiment de justification, mais au lieu de cela, je me sentais étrangement détaché de tout cela. Les ennuis juridiques de Lyra semblaient être quelque chose qui arrivait à un personnage d'une série télévisée que je regardais autrefois mais dont je m'étais désintéressé. Le prochain email de Russell est arrivé 3 jours plus tard. Mise à jour, Lyra a été suspendue de son cabinet d'avocat en attendant l'issue de l'enquête criminelle. On dit que Porter envisage de rompre leur fiançailles parce qu'il s'inquiète de l'impact que cela aura sur sa réputation. Apparemment, la compagnie d'assurance lui réclame 3 fois le montant de la déclaration initiale, plus les frais de justice. Son avocat dit qu'elle pourrait faire face à des sanctions financières importantes même si elle évite la prison. J'ai transféré cet email à Inès, qui l'a lu pendant que nous déjeunions dans un petit restaurant du Bairro Alto. « C'est ton ex-femme » demanda-t-elle. « C'est elle. Elle a l'air d'une idiote. Elle est en fait très intelligente. C'est ce qui rend toute cette histoire si intéressante. Les gens intelligents qui font des choses stupides sont les plus dangereux. Ils pensent qu'ils peuvent déjouer les conséquences. » Inès avait raison, comme d'habitude. Lyra avait toujours été trop maligne pour son propre bien, et maintenant sa malice la rattrapait d'une manière qu'elle n'avait probablement pas anticipée. Mais la partie la plus intéressante était encore à venir. Début juillet, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. En l'ouvrant, j'ai trouvé un message d'Ardan Weller, l'ami bavard de Lyra de la faculté de droit. « Colby, écrivait-elle, j'espère que ça ne te dérange pas que je te contacte, mais j'ai eu ton adresse email par Russell. Je voulais que tu saches que Lyra a demandé de tes nouvelles.
Elle semble penser que tu as quelque chose à voir avec ses ennuis juridiques, bien que je ne puisse imaginer pourquoi elle penserait ça. Quoi qu'il en soit, elle parle d'essayer de te contacter, et je pensais que tu devais le savoir au cas où tu ne voudrais pas avoir de ses nouvelles. Aussi, juste pour que tu saches, les choses avec Porter ne vont pas bien. Il prend ses distances avec elle depuis que l'affaire de l'assurance est devenue publique. Je ne devrais probablement pas te dire ça, mais je pensais que tu méritais de le savoir. J'espère que tu vas bien, où que tu sois. Ardent. J'ai montré cet email à Joao ce soir-là à la taverne. Ton ex-femme veut te contacter, dit-il après l'avoir lu. Apparemment. Vas-tu la laisser faire? Je ne sais pas. Une partie de moi est curieuse de ce qu'elle veut dire. Joao se versa un verre de vin et réfléchit. D'après mon expérience, quand les gens vous contactent après vous avoir maltraité, c'est parce qu'ils veulent quelque chose, pas parce qu'ils veulent s'excuser. Que penses-tu qu'elle veuille? Probablement te convaincre que ses ennuis ne sont pas de sa faute. Les gens comme ça. Ils ont toujours besoin de blâmer quelqu'un d'autre. Joao avait probablement raison. Mais je me suis trouvé curieux quand même. Qu'est-ce que Lyra me dirait maintenant que sa nouvelle vie soigneusement construite s'effondrait? Essaierait-elle de me blâmer pour ses ennuis juridiques? Demanderait-elle de l'aide? S'excuserait-elle vraiment? J'ai décidé de le découvrir. Ce soir-là, j'ai envoyé un bref email au compte personnel de Lyra. Lyra, écrivis-je, Ardent a mentionné que tu voulais me contacter. Je vis au Portugal maintenant, mais je suis disponible par email s'il y a quelque chose dont tu as besoin de discuter. Colby. Sa réponse est arrivée en quelques heures. Colby, merci de m'avoir contacté. Je sais que c'est gênant, mais j'ai vraiment besoin de te parler de ce qui s'est passé. La compagnie d'assurance prétend que tu leur as fourni des informations sur la bague et je ne comprends pas pourquoi tu ferais ça. Je pensais que nous nous étions quittés en bons termes. Pourrions-nous s'il te plaît parler au téléphone? Je pense qu'il y a eu une sorte de malentendu. Lyra. J'ai lu cet email plusieurs fois, m'émerveillant de son ton soigneusement construit d'innocence blessée. Lyra essayait toujours de contrôler le récit, essayant toujours de se positionner comme la victime de circonstances indépendantes de sa volonté. J'ai répondu, je t'appellerai demain soir, à ton heure. Puis j'ai ouvert une bouteille de vin portugais et je me suis assis sur mon petit balcon, regardant les lumières de Lisbonne et pensant à quel point ma vie avait changé en quelques mois seulement. Demain, j'aurai une conversation avec mon ex-femme pour la première fois depuis notre divorce. Elle essaierait probablement de me manipuler, de me blâmer ou de me convaincre de l'aider à sortir de ses difficultés actuelles. Mais je n'étais plus la même personne qui avait été mariée à Lyra avant. J'étais quelqu'un qui avait appris à apprécier sa propre compagnie, qui s'était fait de nouveaux amis dans un pays étranger, qui avait découvert que la vie pouvait être intéressante et épanouissante sans drame constant ni tromperie. Quoi que Lyra veuille me dire, j'étais prêt à l'entendre. Mais j'étais aussi prêt à raccrocher le téléphone et à continuer ma nouvelle vie. Le soir suivant, j'ai appelé Lyra depuis mon appartement. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde. Colby, merci beaucoup d'appeler. Sa voix semblait tendue, comme celle de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi. Salut, Lyra. Comment vas-tu? J'ai connu des jours meilleurs. Honnêtement, toute cette histoire d'assurance a été un cauchemar. Je suis désolé d'entendre ça. Il y eut une pause, et je pouvais presque l'entendre essayer de trouver comment aborder ce qu'elle voulait dire. Colby, je dois te le demander directement. As-tu donné des informations à la compagnie d'assurance sur ma bague? Oui, je l'ai fait. Une autre pause. Plus longue cette fois. Pourquoi ferais-tu ça? Je pensais que nous avions convenu de gérer notre divorce à l'amiable. Nous l'avons géré à l'amiable. La fraude à l'assurance était un problème distinct. Fraude à l'assurance? Colby, j'ai perdu cette bague. Je n'ai pas commis de fraude. Lyra, j'ai une copie du reçu du prêteur sur gage où tu l'as vendu. J'ai aussi les images de sécurité. Tu n'as pas perdu la bague. Tu l'as mise en gage et tu as ensuite essayé de percevoir l'argent de l'assurance en plus de l'argent que tu as obtenu du prêteur sur gage. Silence. Lyra, tu es toujours là. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Je ne t'ai rien fait. Tu te le es fait à toi-même. Nous avons été mariés pendant 12 ans, Colby. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi?
Ça signifiait tout pour moi. C'est pourquoi j'ai été si déçu de découvrir que ça ne signifiait rien pour toi. Je pouvais l'entendre pleurer, ou du moins faire des bruits de pleurs. Toute ma vie s'effondre, dit-elle. Porter parle de rompre nos fiançailles. Je pourrais perdre ma licence d'avocate. Je pourrais faire face à des poursuites pénales. Et toi, tu es assis au Portugal à agir comme si rien de tout cela n'était de ta faute. Rien de tout cela n'est de ma faute, Lyra. Tu as fait ces choix. Tu as eu une liaison. Tu as commis une fraude. Tu as menti à tout le monde, y compris à toi-même. J'ai juste fourni des informations factuelles à un enquêteur d'assurance. J'ai fait des erreurs, mais je ne mérite pas que toute ma vie soit détruite. Que pensais-tu qu'il allait se passer? Croyais-tu vraiment que tu pouvais mettre en gage ton alliance, déposer une fausse déclaration d'assurance, et ne faire face à aucune conséquence? J'avais besoin de l'argent, Colby. Porter et moi prévoyions de nous marier et je voulais contribuer aux frais du mariage. J'allais rembourser la compagnie d'assurance après avoir reçu le règlement. Même maintenant, même avec sa vie qui s'effondrait autour d'elle, Lyra essayait toujours de rationaliser son comportement. Elle ne s'excusait pas. Elle expliquait. Elle ne prenait pas ses responsabilités. Elle demandait de la sympathie. Lyra, dis-je, j'espère que les choses s'arrangeront pour toi. Vraiment. Mais je ne peux pas t'aider avec ça, et je ne vais pas me sentir coupable d'avoir dit la vérité quand quelqu'un m'a posé une question directe. Alors c'est tout? Tu vas juste m'abandonner quand j'ai besoin d'aide. Tu as abandonné notre mariage quand tu as décidé d'avoir une liaison et de commettre des crimes. Je refuse simplement d'être un complice après les faits. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Peut-être pas, mais c'est arrivé, et maintenant tu dois faire face aux conséquences. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis tranquillement dans mon appartement pendant quelques minutes. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et envoyé un bref email à Russell. J'ai eu une conversation avec Lyra ce soir. Elle essaie toujours de blâmer tout le monde sauf elle-même pour ses problèmes. Je pense que j'en ai officiellement fini avec toute cette situation. Comment vont les choses à la firme? La réponse de Russell est arrivée le lendemain matin. Content d'entendre que tu passes à autre chose. Les choses ici sont chargées mais bonnes. Au fait, la rumeur en ville est que Porter Keller a officiellement rompu ses fiançailles avec Lyra hier. Apparemment, il craint que ses ennuis juridiques n'affectent la confiance de ses clients dans sa firme. J'ai aussi entendu dire qu'elle est retournée vivre chez ses parents pendant qu'elle fait face aux accusations criminelles. Le karma est une garce, mon ami. J'ai lu cette mise à jour en prenant mon petit déjeuner dans un café près de mon appartement. Puis j'ai supprimé l'email et je suis allé me promener le long du fleuve. Les ennuis de Lyra n'étaient plus mon affaire. J'avais une nouvelle vie à construire à Lisbonne, et elle s'avérait bien plus intéressante que tout ce que j'avais laissé derrière moi à Baltimore. L'ironie du sort a voulu que j'apprenne le mariage de Lyra via les réseaux sociaux alors que j'étais assis dans un café portugais, buvant un expresso et regardant les touristes prendre des selfies avec le Tage en arrière-plan. Arden Weller avait publié l'annonce sur Instagram avec une légende qui était du pur Arden, tellement excitée pour ma copine Lyra. Après tout ce qu'elle a traversé, elle mérite ce bonheur. L'amour triomphe, nouveau départ mariage Baltimore. La photo montrait Lyra dans une élégante robe de fiançailles, debout à côté de Porter Keller dans ce qui semblait être un restaurant cher. Ils avaient tous les deux l'air radieux, ou du moins ils ressemblaient à des gens qui essayaient très fort de paraître radieux pour les réseaux sociaux. Ce qui rendait cela particulièrement intéressant, c'était le timing. Selon la dernière mise à jour de Russell, le procès pénal de Lyra pour fraude à l'assurance devait commencer dans 6 semaines. La plupart des gens risquant une peine de prison potentielle reporteraient les événements majeurs de leur vie, mais Lyra avait apparemment décidé de redoubler d'efforts dans sa relation avec Porter. J'ai montré la publication à Inès, qui était assise en face de moi à notre table de café habituelle, lisant un journal portugais et commentant de temps en temps la situation politique locale. « C'est la femme qui t'a trompé ?» demanda-t-elle en étudiant la photo. « C'est elle, et c'est son patron avec qui elle avait une liaison alors que nous étions encore mariés. Ils ont l'air désespérés. »« Que veux-tu dire ? » ?»« Regarde leur visage. Ils sourient trop fort. Comme des gens qui essaient de se convaincre qu'ils sont heureux. » Inès avait raison. Il y avait quelque chose de forcé dans leurs expressions. Quelque chose qui suggérait qu'ils jouaient le bonheur plutôt qu'ils ne le vivaient. « Quand ce mariage est-il censé avoir lieu ? » demanda-t-elle.
J'ai fait défiler les commentaires sur le post d'Ardan jusqu'à ce que je trouve l'information pertinente. Le mois prochain. Apparemment, ce sera dans un hôtel de luxe à Baltimore. Un mariage très rapide pour des gens qui sont si amoureux. Peut-être qu'ils craignent que s'ils attendent trop longtemps, l'un d'eux ne revienne à la raison. Inès a ri. Ou peut-être qu'ils craignent que l'un d'eux ne soit en prison. Au cours des semaines suivantes, je me suis retrouvé à suivre les préparatifs du mariage avec la même fascination que j'aurais pu avoir pour un problème d'ingénierie particulièrement complexe. Ardan continuait de publier des mises à jour sur les réseaux sociaux, documentant les essayages de robes, les sélections de lieux et les dégustations de menus avec l'enthousiasme de quelqu'un qui se mariait elle-même. Ce qui était le plus intéressant, c'était de lire entre les lignes de ses publications. Le mariage avait été planifié en moins de 2 mois, ce qui suggérait soit une grande urgence romantique, soit un grand désespoir pratique. La liste des invités semblait relativement restreinte, ce qui aurait pu être un choix stylistique, ou aurait pu refléter le fait que les ennuis juridiques de Lyra avaient rendu certaines personnes réticentes à s'associer publiquement avec elle. Russell m'avait tenu au courant des ragots de Baltimore, et ses rapports brossaient le tableau d'un couple soumis à un stress considérable. Porter dit aux gens qu'il soutient Lyra parce qu'il croit en son innocence, a écrit Russell dans un email. Je lisais cet email en déjeunant avec Joao à sa taverne quand une idée m'est venue. C'était probablement mesquin, certainement manipulateur, et presque certainement quelque chose que je regretterai plus tard, mais c'était aussi irrésistiblement attrayant. Joao, dis-je, hypothétiquement, si quelqu'un voulait envoyer un cadeau de mariage à des gens qu'il n'apprécie pas particulièrement, quel serait le choix le plus passivement agressif approprié? Joao a considéré cette question avec le sérieux qu'elle méritait. Quelque chose d'assez cher pour qu'il ne puisse pas se plaindre, mais d'assez personnel pour que ça les mette mal à l'aise chaque fois qu'il le regarde. C'est un conseil très spécifique. J'ai été marié 3 fois. J'ai de l'expérience avec les cadeaux passifs-agressifs. Ce soir-là, j'ai passé plusieurs heures en ligne à rechercher le cadeau de mariage parfait pour Lyra et Porter. Il fallait que ce soit quelque chose qui arrive exactement au bon moment, quelque chose qui leur rappellerait des vérités gênantes sans être ouvertement malveillant. Finalement, j'ai trouvé ce que je cherchais. Un magnifique cadre photo en cristal, assez cher pour être respectable, avec une gravure qui disait « Pour Lyra et Porter, puisse votre mariage être bâti sur les mêmes fondations que votre relation ». Je l'ai fait expédier pour qu'il arrive à leur hôtel le matin de leur mariage, avec une carte qui disait simplement « Meilleurs vœux pour votre avenir ensemble ». CV. C'était mesquin, mais c'était aussi satisfaisant d'une manière qui m'a surpris. Le mariage était prévu pour un samedi de la mi-août. J'ai passé cette matinée à faire des choses normales de samedi à Lisbonne. Faire les courses au marché, prendre un café avec Inès, me promener le long du fleuve. Mais je me suis surpris à vérifier mon téléphone plus souvent que d'habitude, attendant des mises à jour de Russell ou des publications sur les réseaux sociaux des invités au mariage. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu dans un SMS de Russell vers 15 h, ce qui aurait été le milieu de la matinée à Baltimore. « Mec, il faut que tu m'appelles. Il se passe un truc de fou au mariage de Lyra. » Je l'ai appelé immédiatement. « Russell, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas au mariage, mais j'ai des amis qui y sont, et ils m'envoient des mises à jour. Apparemment, il y a eu une sorte de drame pendant la réception. Quelque chose à propos de ton cadeau de cadre en cristal et Lyra qui a fait une crise de nerfs. Quel genre de crise de nerfs? D'après ce que j'entends, elle a ouvert ton cadeau devant tout le monde, a lu l'inscription et a commencé à pleurer. Pas des larmes de joie, des larmes de colère. Puis elle a commencé à crier sur Porter à propos de quelque chose, et il s'est mis sur la défensive, et maintenant ils ont une dispute en bonne et due forme devant tous leurs invités. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et de culpabilité. J'avais l'intention de les mettre mal à l'aise, mais je ne m'attendais pas à ruiner leur jour de mariage. Il y a plus. Oh, il y a beaucoup plus. Apparemment, Ardan a commencé à publier des mises à jour en direct sur Instagram, et maintenant tout le monde au mariage suit l'affaire sur les réseaux sociaux. C'est comme un documentaire en temps réel d'un mariage qui s'effondre. Envoie-moi les liens. Pendant l'heure qui a suivi, je suis resté dans mon appartement à Lisbonne, suivant l'effondrement du mariage de Lyra et Porter à travers les publications sur les réseaux sociaux, les mises à jour par SMS et les appels téléphoniques de Russell. Selon les divers rapports, la dispute avait commencé avec mon cadeau, mais avait rapidement dégénéré en une confrontation plus large sur la confiance, l'honnêteté et les fondations de leur relation.
Porter aurait accusé Lyra de lui avoir menti sur les circonstances de son divorce et ses accusations criminelles. Lyra aurait accusé Porter de se soucier davantage de sa réputation que de la soutenir dans les moments difficiles. La dispute s'était déplacée de la salle de réception à une pièce privée, mais les murs de l'hôtel étaient apparemment assez fins pour que les invités puissent entendre des cris. Plusieurs personnes étaient parties tôt et d'autres restaient spécifiquement pour voir comment le drame allait se résoudre. Les publications Instagram d'Ardan sont devenues de plus en plus frénétiques au fil de l'après-midi. Prière pour ma copine Lyra. Les jours de mariage sont stressants. Reste forte. Parfois, l'amour signifie se battre l'un pour l'autre. Pour de vrai le mariage c'est du boulot ok, ça devient intense. Envoyez de bonnes ondes. Drame jour de mariage je n'ai même pas les mots en ce moment. Sans voix. Le soir, les rapports suggéraient que Porter avait complètement quitté l'hôtel, laissant Lyra seule avec les invités restants et une réception très coûteuse dont personne ne profitait. La dernière mise à jour de Russell est arrivée vers minuit, heure de Lisbonne. C'est fini, a-t-il texté. Porter a annulé le mariage. Il aurait dit à Lyra qu'il ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui lui avait menti sur tant de choses importantes. Elle reste à l'hôtel ce soir, mais on dit qu'elle retourne vivre chez ses parents demain. Toute cette histoire va alimenter les ragots de Baltimore pendant des mois. J'ai posé mon téléphone et ouvert une bouteille de vin. Puis je me suis assis sur mon balcon, regardant les lumières de Lisbonne et essayant de traiter ce que je ressentais. Une partie de moi se sentait justifiée. Lyra avait passé des mois à mentir, tricher et manipuler les gens, et maintenant elle faisait face aux conséquences de ses choix. Sa nouvelle vie soigneusement construite s'était effondrée de la manière la plus publique possible. Mais une partie de moi avait aussi pitié d'elle. Quels que soient ses défauts, elle était toujours un être humain qui venait de vivre une humiliation publique dévastatrice. Son mariage s'était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Sa carrière juridique était en péril et son cercle social à Baltimore ne la laisserait probablement jamais oublier ce désastre. Plus important encore, cependant, j'ai réalisé que je me sentais libre. Pendant des mois, j'avais porté la colère et le ressentiment de la façon dont Lyra m'avait traité. Mais voir sa vie s'effondrer ne m'avait pas fait me sentir mieux. Cela m'avait juste fait réaliser combien d'énergie j'avais gaspillé en émotions négatives. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à Inès. Es-tu libre pour dîner demain? J'ai des nouvelles à partager. Sa réponse est revenue immédiatement. Bonne ou mauvaise nouvelle? Des nouvelles étranges. Je t'expliquerai demain. Le lendemain, j'ai raconté toute l'histoire à Inès pendant le déjeuner dans un restaurant du Chiado. Elle a écouté sans interrompre, haussant occasionnellement un sourcil aux détails particulièrement dramatiques. Alors, le deuxième mariage de ton ex-femme a été détruit par un cadre photo que tu as envoyé du Portugal, dit-elle quand j'ai eu fini. C'est un résumé très réducteur, mais essentiellement exact. Et comment te sens-tu à ce sujet? Honnêtement, j'ai l'impression de pouvoir enfin passer à autre chose. Pendant des mois, j'ai été en colère contre la façon dont elle m'a traité, et j'ai attendu une sorte de justice ou de vengeance. Mais maintenant que c'est arrivé, je réalise que ces problèmes n'ont plus rien à voir avec moi. Bien. La vengeance, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne tombe malade. C'est très sage. C'est aussi très portugais. Nous avons beaucoup d'expérience avec la futilité de la rancune. Ce soir-là, j'ai écrit un long email à Russell, le remerciant de m'avoir tenu au courant, mais lui demandant de ne plus m'envoyer de nouvelles sur la situation de Lyra. Je suis sincèrement content qu'elle fasse face aux conséquences de ses actes, écrivis-je. Mais je n'ai plus besoin de connaître les détails. Je construis une nouvelle vie ici au Portugal, et je veux me concentrer là-dessus au lieu de ressasser le passé. La réponse de Russell était, comme à son habitude, pleine de soutien. Bien joué, mec. Tu mérites mieux que de passer ton temps à penser à des gens qui t'ont maltraité. Profite du Portugal et envoie des cartes postales. J'ai passé le reste du mois d'août à explorer le Portugal, faisant des week-ends à Porto et dans les villes côtières, améliorant mes compétences linguistiques et développant une amitié plus profonde avec Inès. Mon travail avec la firme d'ingénierie de Lisbonne se passait bien, et il m'avait offert un poste permanent avec la possibilité de devenir associé dans quelques années. Pour la première fois depuis mon divorce, j'étais sincèrement heureux. Pas seulement content ou distrait, mais réellement excité par ma vie quotidienne et optimiste quant à mon avenir. Ce qui a rendu d'autant plus surprenant, début septembre,
la réception d'un email qui allait tout changer. L'expéditeur était Lyra elle-même, et l'objet était « J'arrive à Lisbonne ». L'email de Lyra m'attendait dans ma boîte de réception quand je me suis réveillé un mardi matin de septembre, tel un petit engin explosif déguisé en correspondance de routine. Colby, commençait-il, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'ai besoin de te voir. Je prends l'avion pour Lisbonne ce week-end. Nous devons parler de ce que tu as fait à mon mariage et à ma vie. Je séjournerai à l'hôtel Royal Palacio dans le Chiado. S'il te plaît, rejoins-moi là-bas dimanche à 14 h. C'est important. Lyra. J'ai lu le message 3 fois, chaque fois me sentant plus incrédule. Après tout ce qui s'était passé, après son humiliation publique et l'effondrement de son mariage avec Porter, Lyra prenait l'avion pour le Portugal pour me confronter. C'était soit remarquablement courageux, soit complètement insensé. J'ai transféré l'email à Inès, qui était probablement la seule personne que je connaissais capable de fournir des conseils objectifs sur cette situation. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. Elle vient ici pour te blâmer pour ses problèmes. Ne la rencontre pas seule. En fait, ne la rencontre pas du tout. Tu n'as rien à gagner de cette conversation. Inès avait raison, bien sûr. Mais je me suis trouvé curieux de ce que Lyra voulait dire. Après des mois à regarder sa vie imploser à distance, la perspective d'une confrontation en face à face était étrangement attrayante. J'ai appelé Russell pour avoir son point de vue. Elle a définitivement perdu la tête, a-t-il dit après que je lui ai lu l'email. Les choses ici ont bien empiré depuis le désastre du mariage. Le cabinet d'avocats de Porter l'a pratiquement forcé à démissionner pour éviter davantage d'embarras. Son procès pénal est prévu pour le mois prochain, et son avocat dit qu'elle risque probablement des amendes importantes et une éventuelle peine de prison. Ses parents seraient furieux contre elle pour avoir embarrassé la famille. Alors, elle vient à Lisbonne pourquoi exactement? Mon avis, c'est qu'elle cherche quelqu'un à blâmer pour tous ses problèmes et tu es la cible évidente. Dans son esprit, si tu n'avais pas fourni ces informations à la compagnie d'assurance, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais elle a réellement commis une fraude à l'assurance. La logique n'est pas vraiment le point fort de Lyra en ce moment. Elle est désespérée, et les gens désespérés font des choses irrationnelles. Ce soir-là, j'ai rencontré Joao à sa taverne pour avoir son avis sur la situation. Ton ex-femme vient ici pour se battre avec toi, dit-il après que je lui ai expliqué la situation. Apparemment. Pourquoi accepterais-tu de la voir? Je n'ai pas encore accepté, mais je suis curieux de ce qu'elle veut dire. Joao se versa un verre de vin et réfléchit. D'après mon expérience, quand les gens parcourent de longues distances pour avoir des disputes, c'est parce qu'ils veulent quelque chose. De l'argent, le pardon, ou de l'aide pour leurs problèmes. Que penses-tu qu'elle veuille? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'elle veut que je l'aide d'une manière ou d'une autre avec ses ennuis juridiques. Ou peut-être qu'elle veut juste me crier dessus. Si elle voulait juste te crier dessus, elle pourrait le faire au téléphone. Elle vient ici parce qu'elle veut quelque chose qui nécessite une conversation en face à face. Joao avait probablement raison. Lyra était trop pragmatique pour dépenser de l'argent en voyages internationaux juste pour se disputer. Elle devait avoir un objectif précis en tête. Jeudi, j'ai reçu un autre email de Lyra. Celui-ci d'un ton plus urgent. Colby, je n'ai pas eu de tes nouvelles pour dimanche. Je prends l'avion pour Lisbonne quoi qu'il arrive. Alors, s'il te plaît, dis-moi si tu me rencontreras. Je sais que tu es en colère, mais nous nous sommes aimés, et je pense que nous devons d'avoir une conversation honnête sur ce qui s'est passé entre nous. Je serai au bar de l'hôtel à 14 h dimanche. J'espère que tu seras là. Lyra. Le ton de ce message était différent du premier. Moins exigeant, plus suppliant. Il sonnait comme quelqu'un de vraiment désespéré plutôt que simplement en colère. J'ai décidé de la rencontrer, mais à mes conditions. J'ai renvoyé une brève réponse. Je te retrouverai au café à Brasileira dans le Chiado à 15 h dimanche. C'est un lieu public, et je ne peux rester qu'1 heure. Le café à Brasileira était un célèbre café au cœur du quartier touristique de Lisbonne. Il serait bondé, public et en terrain neutre. Si Lyra voulait une confrontation dramatique, elle devrait le faire devant des dizaines de témoins. Le dimanche après-midi est arrivé gris et bruineux. Un temps typique de septembre à Lisbonne.
Je suis arrivé au café avec 15 minutes d'avance et j'ai choisi une table près de la fenêtre d'où je pouvais voir la rue. J'ai commandé un expresso et j'ai essayé de me préparer à tout ce que Lyra prévoyait de dire. Elle est arrivée exactement à l'heure, ce qui était typique d'elle. Même en crise, Lyra maintenait son obsession de la ponctualité et de l'apparence. Elle portait une robe noire qui était probablement chère, mais qui avait l'air fatiguée, comme quelque chose qui avait été porté trop de fois récemment. Son maquillage était parfait, mais il y avait des cernes sous ses yeux qui suggéraient qu'elle n'avait pas bien dormi. « Colby », dit-elle en s'asseyant en face de moi. « Merci d'avoir accepté de me voir. »« Salut, Lyra. Tu as l'air fatiguée. »« Je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. Trop de stress. » Elle a commandé un café au serveur, puis s'est assise en silence un moment, essayant apparemment de trouver comment commencer la conversation pour laquelle elle avait parcouru 5000 kilomètres. « Je suppose que tu sais ce qui s'est passé avec Porter, dit-elle finalement. J'ai entendu dire que ton mariage ne s'est pas déroulé comme prévu. C'est une façon de le dire. Elle a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Il m'a laissé à l'hôtel, Colby. Enfin, techniquement, il m'a laissé à la réception, mais l'effet était le même. Devant tout le monde que nous connaissons. Je suis désolé que ce soit arrivé. Vraiment? Parce que d'après ce que je vois, tu as tout orchestré. Voilà. L'accusation que j'attendais. J'ai pris une gorgée de mon expresso et j'ai essayé de garder ma voix neutre. Je t'ai envoyé un cadeau de mariage. Ce n'est pas vraiment orchestré quoi que ce soit. Ce cadeau était conçu pour causer des problèmes entre Porter et moi. Tu savais exactement ce que tu faisais. Lyra, je t'ai envoyé un cadre photo avec une inscription sur la construction de relations sur des bases solides. Si cela a causé des problèmes dans ton mariage, peut-être que les problèmes étaient déjà là. Elle m'a fixé pendant un long moment, et je pouvais la voir essayer de maîtriser sa colère. Tu as détruit ma vie, Colby. Ma carrière, ma relation, ma réputation. Tout ce pourquoi j'ai travaillé a disparu parce que tu ne pouvais pas accepter que notre mariage était terminé. Ta carrière a été détruite parce que tu as commis une fraude à l'assurance. Ta relation s'est terminée parce que tu l'as construite sur des mensonges. Ta réputation a souffert parce que tu as fait des choix malhonnêtes et égoïstes. Je n'ai causé aucune de ces choses. Mais tu aurais pu m'aider. Quand la compagnie d'assurance t'a contacté, tu aurais pu dire que tu ne savais rien de la bague. Tu aurais pu me soutenir au lieu de me saboter. Tu voulais que je mente à des enquêteurs fédéraux pour t'aider à commettre un crime. Je voulais que tu agisses comme quelqu'un qui m'avait aimé pendant 12 ans. La conversation se déroulait exactement comme je l'avais prévu. Lyra était incapable de prendre la responsabilité de ses propres actes. Alors, elle essayait de me rendre responsable des conséquences de ses choix. Lyra, dis-je, je t'ai aimé pendant 12 ans, mais tu as mis fin à notre mariage quand tu as décidé d'avoir une liaison et de commettre une fraude. Je ne te devais pas ma complicité dans tes crimes. Alors tu as décidé de me détruire à la place. J'ai décidé de dire la vérité quand quelqu'un m'a posé une question directe. Tout ce qui s'est passé après était le résultat de tes propres actions. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs minutes, regardant par la fenêtre les touristes qui passaient dans la rue pavée. Mon procès commence dans 3 semaines, dit-elle finalement. Mon avocat dit que je risque probablement des amendes importantes et une éventuelle peine de prison. Porter ne répond pas à mes appels. J'ai dû retourner vivre chez mes parents parce que je ne peux plus payer mon appartement. J'ai 40 ans et ma vie est complètement ruinée. Qu'est-ce que tu veux de moi, Lyra? Je veux que tu m'aides à arranger ça. Comment? Je la fixais, sincèrement stupéfait par l'audace de sa demande. Tu veux que je commette un parjure pour t'aider à éviter les conséquences de ta fraude à l'assurance? Je veux que tu aides quelqu'un que tu as aimé. Lyra, même si j'étais prêt à mentir pour toi, ce que je ne suis pas, ça ne marcherait pas. La compagnie d'assurance a des images de sécurité de toi mettant la bague en gage. Ils ont le reçu signé avec ton nom dessus. Ils ont la documentation de ta fausse déclaration. Mon témoignage n'est qu'une pièce à conviction dans une affaire bien plus vaste. Mais c'est une pièce importante. Mon avocat dit que si tu te rétractais, cela pourrait créer assez de doutes pour obtenir un accord de plaidoyer qui n'implique pas de prison. Et tu as pris l'avion pour Lisbonne pour me demander de commettre un crime fédéral afin de t'aider à éviter la punition pour avoir commis un autre crime fédéral. J'ai pris l'avion pour Lisbonne pour demander à mon ex-mari de m'aider parce que je n'ai personne d'autre vers qui me tourner.
Il y avait quelque chose de vraiment pathétique dans son ton. Et pendant un instant, j'ai ressenti une lueur de la sympathie que j'avais pour elle quand elle était contrariée ou stressée. Mais ensuite, je me suis souvenu de tous les mensonges, de toute la manipulation, de tous les mois de tromperie qui avaient mené à ce moment. Je ne peux pas t'aider, Lyra. Et même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Tu as fait ces choix, et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Alors c'est tout? Tu vas juste me laisser aller en prison. Tu vas aller en prison parce que tu as commis des crimes, pas parce que je laisse quoi que ce soit arriver. Elle s'est mise à pleurer alors, pas les larmes théâtrales qu'elle déployait quand elle voulait quelque chose, mais de vrais sanglots qui semblaient venir de quelque part de profond et de désespéré. Je sais que j'ai fait des erreurs, dit-elle entre les sanglots. Je sais que je t'ai fait du mal et je sais que j'ai fait de mauvais choix, mais je ne mérite pas que toute ma vie soit détruite. Que pensais-tu qu'il allait se passer? Croyais-tu vraiment que tu pouvais avoir une liaison, commettre une fraude, et ne faire face à aucune conséquence? Je pensais que je pouvais arranger les choses avant que quelqu'un ne soit blessé. Je pensais que je pouvais rembourser l'argent de l'assurance après que Porter et moi nous soyons mariés. Je pensais que je pouvais tout faire fonctionner. Mais tu n'as pas pensé à ce qui se passerait si tes plans ne fonctionnaient pas parfaitement. Non, je n'y ai pas pensé. J'ai été égoïste, stupide et à courte vue. Mais Colby, je t'en supplie, aide-moi, s'il te plaît. J'ai regardé cette femme qui avait été ma femme pendant 12 ans, qui était maintenant assise dans un café à Lisbonne, me suppliant de commettre des crimes pour l'aider à éviter la punition pour ses propres crimes. Et j'ai réalisé que je ne ressentais rien pour elle, sauf de la pitié. Je suis désolé, Lyra. Je suis sincèrement désolé que ta vie ait tourné de cette façon, mais je ne peux pas t'aider. Et je ne t'aiderai pas. Tu dois prendre la responsabilité de tes actes et faire face aux conséquences. Tu vas vraiment m'abandonner quand j'ai le plus besoin de toi. Tu as abandonné notre mariage quand tu as décidé de me tromper et de commettre une fraude. Je refuse simplement d'être entraîné dans ta chute. Elle a essuyé ses yeux avec une serviette et a essayé de se ressaisir. Je suppose que je n'aurais pas dû m'attendre à autre chose. Tu as toujours été égoïste quand il s'agissait de te protéger. Et voilà, l'insulte finale. Même dans son désespoir, même quand elle me suppliait de l'aider, Lyra ne pouvait s'empêcher d'essayer de me manipuler avec la culpabilité et le blâme. Je pense que notre conversation est terminée, dis-je en me levant de la table. Colby, attends. Au revoir, Lyra. J'espère que tu trouveras comment reconstruire ta vie, mais tu devras le faire sans mon aide. J'ai laissé de l'argent pour nos 2 cafés sur la table et je suis sorti du café. En descendant la rue vers le fleuve, je pouvais entendre Lyra m'appeler par mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Ce soir-là, j'ai dîné avec Inès dans un petit restaurant d'Alfama. Je lui ai raconté ma conversation avec Lyra et elle a écouté sans interrompre. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle quand j'eus fini. Soulagé, surtout, et un peu triste. Triste pour elle ou triste pour toi? Triste pour nous deux, je pense. Triste que notre mariage se soit terminé comme ça. Triste qu'elle fasse face à des conséquences si graves, mais aussi soulagée de ne plus faire partie de ses problèmes. Bien. Tu as fait le bon choix. Ça ne ressemblait pas vraiment à un choix. Elle me demandait de commettre des crimes pour l'aider à éviter la punition pour ses crimes. Il n'y avait qu'une seule réponse raisonnable. Certaines personnes auraient dit oui quand même, par culpabilité, par loyauté mal placée ou par peur de la confrontation. Peut-être, mais je ne suis plus cette personne. Le lendemain matin, j'ai reçu un dernier email de Lyra. Colby, disait-il, je rentre à Baltimore cet après-midi. Je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu ne peux pas m'aider, même si j'aurais aimé que tu le fasses. Je veux aussi que tu saches que malgré tout ce qui s'est passé, je ne regrette pas notre mariage. Nous avons eu de bonnes années ensemble, et je suis désolé de les avoir jetées pour quelque chose qui s'est avéré sans valeur. J'espère que tu es heureux au Portugal. Tu mérites d'être heureux. Lyra. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une véritable excuse que j'ai jamais reçue d'elle, et cela m'a fait ressentir quelque chose qui aurait pu être du pardon. Je n'ai pas répondu à l'email, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Au lieu de cela, je l'ai sauvegardé dans un dossier et j'ai essayé de mettre toute cette expérience derrière moi. Russell m'a envoyé une dernière mise à jour quelques semaines plus tard. Lyra a plaidé coupable de fraude à l'assurance la semaine dernière, a-t-il écrit. Elle a écopé de 2 ans de probation, d'une amende substantielle et de travaux d'intérêt général.
Elle a également perdu sa licence d'avocate de manière permanente. La rumeur dit qu'elle déménage dans un autre état pour recommencer à zéro quelque part où les gens ne connaissent pas son histoire. Porter, quant à lui, a déjà commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, apparemment une assistante juridique de sa firme qui a environ 10 ans de moins que Lyra. Toute cette histoire est devenue une fable édifiante dans les cercles juridiques de Baltimore sur les dangers de mélanger les relations personnelles et professionnelles. J'ai lu cette mise à jour assis à ma table habituelle à la taverne, puis j'ai supprimé l'email sans le sauvegarder. L'histoire de Lyra était terminée, du moins en ce qui me concernait. Elle devrait reconstruire sa vie ailleurs, avec l'aide de quelqu'un d'autre, et faire face aux conséquences restantes de ses choix. Quant à moi, j'avais une nouvelle vie à continuer de construire à Lisbonne, avec des gens qui n'avaient jamais connu la personne que j'étais quand j'étais marié à quelqu'un qui ne me respectait pas. C'était une belle vie, et elle s'améliorait de jour en jour. 3 mois s'étaient écoulés depuis la visite de Lyra à Lisbonne, et je m'étais presque convaincu que ce chapitre de ma vie était définitivement clos. J'avais tort. Le premier signe de problème est apparu un jeudi matin de décembre, lorsque Joao a mentionné qu'une femme avait posé des questions sur moi à sa taverne la veille au soir. Une femme américaine, dit-il en essuyant des verres derrière le bar. Bien habillée, parlait un peu de portugais, mais avec un accent terrible. Elle voulait savoir où tu habitais, quel était ton emploi du temps, si tu avais une petite amie. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, bien sûr. Je lui ai dit que je ne connaissais aucun Américain. Mais Colby, elle semblait déterminée, comme quelqu'un qui n'allait pas abandonner facilement. T'a-t-elle donné un nom? Elle a dit qu'elle s'appelait Lisa, mais elle mentait. Les gens qui mentent sur leur nom ont une façon particulière de le dire, comme s'ils n'étaient pas tout à fait sûrs de se souvenir d'y répondre. Cet après-midi-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro portugais inconnu. Nous devons parler. Retrouve-moi à la Praça do Comércio à 18h. Viens seul. Elle. J'ai regardé le message pendant plusieurs minutes, essayant de traiter les implications. Lyra était de retour à Lisbonne, utilisant apparemment un faux nom et menant une surveillance sur ma routine quotidienne. Ce n'était plus un comportement désespéré. C'était un comportement potentiellement dangereux. J'ai appelé Inès immédiatement. Elle est de retour, dis-je quand elle a répondu. Qui est de retour? Lyra. Elle est à Lisbonne et elle veut me rencontrer à la Praça do Comércio ce soir. Il y eut une pause. Colby, ce n'est pas un comportement normal. Les gens normaux ne prennent pas l'avion 2 fois pour des pays étrangers pour harceler leurs ex-maris. Je sais, mais je suis curieux de ce qu'elle veut. Inès avait raison, mais je me suis trouvé désireux de savoir ce que Lyra préparait. Ses ennuis juridiques à Baltimore auraient dû être résolus maintenant. Alors pourquoi était-elle de retour au Portugal? Que pouvait-elle bien vouloir de moi qui vaille un autre voyage international? Je la rencontrerai, ai-je décidé, mais pas seul et pas la nuit. Je proposerai une heure et un lieu différents. J'ai répondu par SMS, je te retrouverai au café à Brasileira demain à 14h. Même endroit que la dernière fois. La réponse est venue immédiatement. Non, ce soir sur la place. Ça ne peut pas attendre. J'ai montré l'échange à Inès, qui a secoué la tête avec frustration. C'est exactement ce dont je parle. Elle essaie de contrôler la situation, de t'isoler et de te déséquilibrer. Ne joue pas son jeu. J'ai répondu par SMS, demain à 14h ou pas du tout. Pas de réponse. Ce soir-là, je suis resté à la maison et j'ai essayé de travailler sur des dessins d'ingénierie, mais je me suis trouvé distrait et anxieux. Vers minuit, j'ai reçu un autre SMS. D'accord, demain à 14h. Mais c'est ta dernière chance de réparer ce que tu as fait. La formulation de ce message était suffisamment inquiétante pour que je décide de prendre quelques précautions. J'ai appelé Russell à Baltimore pour obtenir une mise à jour sur la situation de Lyra. Pour autant que je sache, elle a terminé sa probation et a quitté le Maryland, a-t-il dit. Mais Colby, quelque chose de bizarre s'est produit il y a quelques semaines. Porter Keller m'a contacté par des amis communs pour savoir s'il savait comment te joindre. Il a dit que Lyra avait appelé son bureau en prétendant que tu la harcelais depuis le Portugal. C'est complètement faux. Je le sais et je le lui ai dit, mais il semblait sincèrement inquiet qu'elle puisse faire quelque chose d'imprudent. Apparemment,
elle dit aux gens que tu as délibérément ruiné sa vie et que tu lui dois une compensation pour ses frais de justice. Russell, je ne l'ai pas contacté du tout, sauf pour cette seule réunion en septembre. Je te crois, mais Porter a dit qu'elle est devenue obsédée par l'idée que tu es responsable de tous ses problèmes. Il pense qu'elle pourrait avoir une sorte de dépression nerveuse. Cette conversation m'a rendu beaucoup plus nerveux à propos de la réunion du lendemain. Si Lyra disait aux gens que je la harcelais, elle pourrait être en train de construire une sorte de récit pour justifier tout ce qu'elle prévoyait de faire à Lisbonne. Le lendemain matin, j'ai rencontré Inès pour le petit déjeuner et je lui ai parlé de ma conversation avec Russell. « Tu ne vas pas à cette réunion », dit-elle fermement. « Je dois y aller. Si je ne me présente pas, elle va probablement intensifier ce qu'elle prépare. Alors on appellera la police et on leur dira quoi? Que mon ex-femme veut me rencontrer pour un café? Ils penseront que je suis paranoïaque. » Inès réfléchit, puis sortit son téléphone. « D'accord, mais j'appelle mon cousin Miguel. C'est un policier ici à Lisbonne. Je lui demanderai d'être dans le coin cet après-midi, au cas où. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Colby, cette femme a déjà démontré qu'elle est prête à commettre des crimes et à mentir aux autorités. Maintenant, elle t'a suivi 2 fois dans un autre pays, et elle fait des menaces voilées. Ce n'est pas un comportement normal d'ex-femme. Je suis arrivé au café à Brasileira avec 15 minutes d'avance, choisissant la même table près de la fenêtre que j'avais utilisée pour notre précédente réunion. Le café était bondé de touristes et de locaux, ce qui me faisait me sentir plus en sécurité, mais aussi plus en vue. Lyra est arrivée exactement à l'heure, mais elle avait l'air différente de notre dernière rencontre. Elle était plus mince, plus intense, et il y avait quelque chose de maniaque dans son énergie. Elle portait également un grand sac à main qui semblait inutilement volumineux pour un rendez-vous au café. « Colby », dit-elle en s'asseyant en face de moi. « Je suis contente que tu aies décidé de me rencontrer. » « Salut, Lyra. Tu as l'air différente. J'ai eu quelques mois difficiles, mais ça va changer aujourd'hui. » Elle a commandé un café, mais n'y a pas touché quand il est arrivé. Au lieu de cela, elle est restée assise à me fixer avec une expression difficile à lire. « Pourquoi es-tu de retour à Lisbonne ?» ai-je demandé. « Je suis venu te donner une dernière chance de faire ce qu'il faut. » C'est-à-dire ? Je veux que tu transfères $50 000 sur mon compte. Une compensation pour les frais de justice et la perte de revenus résultant de ton ingérence dans ma vie. Je la fixai, sincèrement choqué par l'audace de sa demande. « Lyra, tu ne peux pas être sérieuse. » « Je suis tout à fait sérieuse. Tu as délibérément saboté mon mariage et ma carrière. Le moins que tu puisses faire est de m'aider à reconstruire ma vie. Je n'ai rien saboté. Tu as commis des crimes et tu as fait face aux conséquences de ces crimes. Tu aurais pu m'aider et tu as choisi de ne pas le faire. Maintenant, tu vas payer pour ce choix. » Il y avait quelque chose dans son ton qui me rendait sincèrement nerveux. Ce n'était pas la femme désespérée qui avait supplié mon aide en septembre. C'était quelqu'un qui avait dépassé le désespoir pour entrer dans quelque chose qui pouvait être dangereux. « De quoi me menaces-tu exactement ?» Elle a plongé la main dans son sac et en a sorti un dossier de documents. « J'ai documenté ta campagne de harcèlement contre moi, » dit-elle en étalant des papiers sur la table. Appels téléphoniques, emails, harcèlement sur les réseaux sociaux, même l'embauche d'enquêteurs privés pour me suivre à Baltimore. J'ai regardé les papiers, qui semblaient être des emails et des relevés téléphoniques imprimés, mais les adresses email et les numéros de téléphone étaient ceux que je n'avais jamais vus auparavant. Lyra, c'est complètement fabriqué. Je ne t'ai pas contacté du tout, sauf pour nos 2 réunions. Ce n'est pas ce que montrent ces documents, et ce n'est pas ce que j'ai dit aux autorités de Baltimore et de Lisbonne. Tu as déposé de fausses plaintes à la police. J'ai documenté un schéma de harcèlement et d'intimidation. À moins que tu ne transfères l'argent que j'ai demandé, je vais porter plainte officiellement contre toi dans les 2 pays. Je réalisais que Lyra avait passé des mois à construire un récit faux et élaboré dans lequel j'étais le méchant et elle la victime. Elle avait apparemment créé de fausses preuves de harcèlement et essayait maintenant de m'extorquer de l'argent sur la base de ses fabrications. C'est du chantage, dis-je. C'est la justice. Tu as détruit ma vie, et maintenant tu vas payer pour m'aider à la reconstruire. Et si je refuse? Alors tu passeras les prochaines années à gérer des procédures judiciaires internationales, des demandes d'extradition et des accusations criminelles. Même si tu es finalement blanchi, le processus ruinera ta vie ici au Portugal.
J'ai regardé autour du café, prenant soudain conscience que notre conversation se déroulait dans un espace très public où d'autres personnes pouvaient écouter. Lyra sembla le réaliser aussi, car elle se pencha en avant et baissa la voix. 50 000 $, Colby. C'est une bonne affaire par rapport à ce que tu dépenseras en frais de justice si tu me forces à poursuivre cela devant les tribunaux. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Non, j'ai besoin d'une réponse maintenant. J'ai une réunion avec les autorités portugaises cet après-midi et je dois savoir si je porte plainte ou si je retire ma plainte. Je me suis levé de la table, mon esprit parcourant les réponses possibles à cette situation. Je ne vais pas me laisser extorquer, Lyra. Fais ce que tu penses devoir faire. Assieds-toi, Colby. Nous n'avons pas fini. Si, nous avons fini. J'ai commencé à m'éloigner, mais Lyra m'a attrapé le bras. Si tu quittes cette table, je vais directement au poste de police. Alors va au poste de police. Dis-leur tous les mensonges que tu veux, mais je ne te donnerai pas d'argent, et je ne me laisserai pas intimider par tes menaces. Plusieurs autres clients du café nous regardaient maintenant, et je pouvais voir le serveur s'approcher de notre table avec une expression inquiète. Tu fais une erreur, dit Lyra, sa voix s'élevant. J'ai des preuves de ton harcèlement. J'ai des témoins qui témoigneront de ton comportement menaçant. Je peux détruire ta vie ici comme tu as détruit la mienne à Baltimore. La différence, c'est que ta vie a été détruite parce que tu as réellement commis des crimes. Si tu veux porter de fausses accusations contre moi, vas-y. Mais tu devrais savoir que déposer de fausses plaintes à la police est aussi un crime. Et j'ai des témoins qui peuvent témoigner que tu as menti sur nos interactions. Le visage de Lyra est devenu blême, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle pourrait réellement reculer. Au lieu de cela, elle a de nouveau plongé la main dans son sac et en a sorti ce qui semblait être un petit enregistreur. J'ai enregistré toute cette conversation, dit-elle. Et je pense que les gens seront très intéressés d'entendre que tu me menaces. Je ne t'ai pas menacé du tout. J'ai simplement refusé de me laisser extorquer. Ce n'est pas comme ça que ça sonnera quand j'aurai édité cet enregistrement. À ce moment, le serveur s'est approché de notre table et a dit quelque chose en portugais que je n'ai pas compris, mais qui indiquait clairement que nous devions soit nous calmer, soit partir. J'ai sorti mon téléphone et appelé Inès. J'ai besoin que tu appelles ton cousin Miguel, dis-je quand elle a répondu. Lyra essaie de m'extorquer de l'argent et elle menace de porter de fausses accusations si je ne paie pas. Où es-tu? Café à Brasileira. Elle est ici avec moi maintenant et elle a enregistré notre conversation. Reste où tu es. Miguel est déjà dans le coin et il sera là dans 5 minutes. J'ai raccroché et je me suis rassis à la table. La police est en route, ai-je dit à Lyra. Bien. Je vais déposer ma plainte tout de suite. Vas-y. Mais tu devrais savoir que j'ai aussi enregistré cette conversation. J'ai levé mon téléphone, qui enregistrait l'audio depuis avant l'arrivée de Lyra. Et contrairement à ton enregistrement, le mien inclura la partie où tu as exigé 50 000 $ et menacé de porter de fausses accusations si je ne payais pas. L'expression de Lyra passa de la confiance à la panique. Tu ne peux pas enregistrer quelqu'un sans sa permission au Portugal. Le serveur est revenu à notre table, cette fois avec le gérant du café, et ils ont commencé à parler rapidement en portugais. J'ai compris assez pour savoir qu'ils voulaient que nous partions immédiatement ou ils appelleraient eux-mêmes la police. Nous partons, dis-je en portugais, puis je me suis tourné vers Lyra. Allez, sortons. Nous sommes sortis du café et dans la rue animée. Lyra semblait incertaine de ce qu'il fallait faire ensuite, comme quelqu'un dont le scénario soigneusement planifié avait été perturbé. Lyra, dis-je, tu dois prendre un avion et retourner aux États-Unis. Tout ce plan ne va pas fonctionner. Tu ne comprends pas ce que tu m'as fait, dit-elle. Et pour la première fois, elle semblait sincèrement désespérée plutôt que manipulatrice. J'ai tout perdu à cause de toi. Ma carrière, ma relation, ma réputation. Je n'ai plus rien. Tu as tout perdu à cause de tes propres choix. Je ne t'ai pas forcé à avoir une liaison et je ne t'ai pas forcé à commettre une fraude à l'assurance. Mais tu aurais pu m'aider et tu as choisi de ne pas le faire. J'ai choisi de ne pas commettre de crime pour t'aider à éviter les conséquences de tes crimes. C'était le bon choix à l'époque et c'est le bon choix maintenant. Une voiture de police s'est arrêtée au bord du trottoir et un officier en uniforme en est sorti. Il était jeune, probablement au début de la trentaine,
et il s'est approché de nous avec l'attitude prudente de quelqu'un qui avait l'habitude de gérer les différends entre touristes. « Miguel ?» ai-je demandé en portugais. « Oui. Vous êtes Colby ?» C'est exact. Voici mon ex-femme, Lyra. Elle a essayé de m'extorquer de l'argent. Miguel a regardé Lyra, qui semblait soudain beaucoup plus petite et moins confiante qu'elle ne l'avait été dans le café. « Madame, parlez-vous portugais ?»« Un peu », répondit Lyra. « L'anglais convient. Pouvez-vous expliquer ce qui se passe ici ?» Lyra a regardé alternativement Miguel et moi, essayant apparemment de décider si elle devait poursuivre ses fausses accusations ou limiter les dégâts. « Il y a eu un malentendu, dit-elle finalement. Je pense que nous pouvons résoudre ça en privé. En fait, dis-je, j'aimerais déposer une plainte. Cette femme m'a harcelé et a tenté de m'extorquer de l'argent par des menaces et de fausses accusations. J'ai tendu à Miguel mon téléphone avec l'enregistrement audio de notre conversation. Il en a écouté plusieurs minutes, son expression devenant de plus en plus sérieuse. « Madame, dit-il à Lyra, vous admettez sur cet enregistrement que vous avez fabriqué des preuves de harcèlement et que vous exigez de l'argent en échange de ne pas porter de fausses accusations. C'est un crime grave au Portugal. » Le visage de Lyra est devenu complètement blanc. J'étais juste contrarié. Je ne pensais rien de tout ça. Vous avez dit que vous aviez déjà déposé des plaintes auprès des autorités de Baltimore et de Lisbonne. Est-ce vrai? Non, je n'ai encore rien déposé. J'essayais juste de lui faire peur. Miguel m'a regardé. Voulez-vous porter plainte? J'ai regardé Lyra, qui était maintenant clairement terrifiée et réalisait probablement que son plan avait spectaculairement échoué. Je veux qu'elle quitte le Portugal et ne me contacte plus jamais, ai-je dit. Si elle accepte ces conditions, je ne porterai pas plainte. Madame, acceptez-vous ces conditions? Lyra a hoché la tête rapidement. Oui, je partirai. Je retournerai aux États-Unis et je ne le contacterai plus. Quand? Aujourd'hui. Je peux prendre un vol ce soir. Miguel a pris des notes dans un petit carnet, puis m'a tendu sa carte. Si elle vous contacte à nouveau ou si vous avez d'autres problèmes, appelez-moi directement, a-t-il dit. Après le départ de Miguel, Lyra et moi sommes restés sur le trottoir devant le café, tous deux apparemment incertains de ce qu'il fallait dire ensuite. Je suis désolé, dit-elle finalement. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolé. J'ai été désespéré et en colère et j'ai pris de terribles décisions. Oui, en effet. J'ai vraiment tout perdu, Colby. Ma carrière, ma relation, mes économies, ma réputation. Je vis chez mes parents depuis des mois, et je ne trouve de travail nulle part dans mon domaine. J'avais l'impression que tu étais la seule personne qui pouvait m'aider à recommencer. En m'extorquant de l'argent. Je sais que c'était mal. Je sais que c'était stupide, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu aurais pu essayer de reconstruire ta vie par un travail honnête au lieu d'essayer de me blâmer pour les conséquences de tes propres actions. Elle est restée silencieuse un moment, fixant les pavés. Tu as raison. Je sais que tu as raison. Je me suis dit que tu étais le méchant dans cette histoire parce que c'était plus facile que d'accepter que j'ai détruit ma propre vie. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Rentrer à la maison. Essayer de trouver comment recommencer sans mentir, tricher ou blesser les gens. C'est probablement un bon plan. Colby. Oui, je suis vraiment désolé pour tout ça. La liaison, la fraude, les mensonges, et surtout pour ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Tu ne méritais rien de tout ça. C'était l'excuse la plus sincère que j'ai jamais reçue d'elle, et elle est arrivée 3 ans trop tard pour avoir de l'importance. Merci d'avoir dit ça. Pourras-tu un jour me pardonner? Je t'ai déjà pardonné, Lyra. Mais le pardon ne signifie pas que je te veux dans ma vie. Elle a hoché la tête, des larmes commençant à se former dans ses yeux. J'espère que tu es heureux ici au Portugal. Tu mérites d'être heureux. Je suis heureux. Pour la première fois depuis des années, je suis sincèrement heureux. Bien. C'est bien. Elle s'est retournée et s'est éloignée dans la rue en direction de la station de métro. Je l'ai regardée partir. Cette femme qui avait été ma femme pendant 12 ans et qui venait d'essayer de m'extorquer de l'argent dans un café portugais. Puis j'ai sorti mon téléphone et appelé Inès. C'est fini, dis-je quand elle a répondu. Elle retourne aux États-Unis ce soir et elle a accepté de ne plus me contacter. Tu vas bien? Je vais bien.
Mieux que bien, en fait. J'ai l'impression de pouvoir enfin clore ce chapitre de ma vie complètement. Bien. Viens dîner ce soir. Je préparerai quelque chose de spécial pour célébrer ta liberté. Ce soir-là, j'étais assis dans l'appartement d'Inès, mangeant une excellente cuisine portugaise et buvant du vin, et je lui ai raconté toute l'histoire de ma confrontation avec Lyra. Elle a vraiment essayé de te faire chanter avec de fausses preuves, demanda Inès. Elle l'a vraiment fait. Et quand ça n'a pas marché, elle a essayé de me faire sentir coupable de ne pas l'avoir aidé à reconstruire sa vie. Certaines personnes n'apprennent jamais à prendre la responsabilité de leurs propres actes. Non, en effet. Mais ce n'est plus mon problème. Que feras-tu si elle te contacte à nouveau? Elle ne le fera pas. Elle est trop intelligente pour risquer des poursuites pénales au Portugal, et elle sait que j'ai la preuve de sa tentative d'extorsion. Bien. Alors nous pouvons nous concentrer sur des choses plus importantes. Comme quoi? Comme le fait que tu vis à Lisbonne depuis presque 1 an et que tu n'as toujours pas appris à faire un vrai café portugais. J'ai ri, me sentant sincèrement détendu pour la première fois depuis des jours. C'est une accusation grave. C'est un problème grave. Mais ne t'inquiète pas, je t'apprendrai. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez moi à travers les rues étroites d'Alfama, j'ai réalisé que la visite de Lyra avait en fait accompli quelque chose de positif. Elle m'avait forcé à affronter les derniers restes de ma colère et de mon ressentiment à propos de notre mariage, et elle avait confirmé que j'en avais complètement fini avec cette partie de ma vie. J'avais 41 ans, je vivais dans l'une des plus belles villes d'Europe, je faisais un travail que j'aimais et je construisais des relations avec des gens qui me respectaient. Les problèmes de Lyra n'étaient plus mes problèmes, et ses tentatives de me ramener dans son drame avaient complètement échoué. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à Russell. Lyra s'est pointée à Lisbonne aujourd'hui et a essayé de m'extorquer de l'argent. Je l'ai fait escorter par la police. Je crois que c'est enfin terminé. Sa réponse est revenue immédiatement. Putain de merde, mec. Tu vas bien? Je vais très bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Tant mieux pour toi. Tu mérites tout le bonheur du monde. J'ai monté les escaliers de mon appartement, ouvert une bouteille de vin et je me suis assis sur mon balcon, regardant les lumières de Lisbonne. Quelque part là dehors, Lyra était probablement à l'aéroport, attendant un vol de retour pour Baltimore et ce qui restait de sa vie. Mais c'était son histoire à elle de la comprendre. La mienne ne faisait que commencer. Finalement, le karma s'est bien mis à l'heure européenne.